Moi, je travaille à la Fondation, vous avez entendu ce qu'a dit Pascal. La Fondation, donc, on travaille dans un concept singulier qui s'appelle le soin-étude. C'est-à-dire on est très proche de, comment dire, de cette synergie de pensée entre la partie médicale et la partie éducation. Et bien entendu, tout notre travail est basé sur la reconstruction de ces jeunes qui arrivent chez nous fortement cassés, détruits psychiquement ou somatiquement. Et j'étais par ailleurs très intéressé par nos amis suisses de Canton de Vaud qui, d'après ce qu'ils nous ont expliqué, avaient un petit peu cette idée de lien entre la santé et la partie éducative. Voilà. Quand on parle de ces jeunes, on a beaucoup parlé de scolarité ce matin. Il est bien évident qu'à cet âge-là, l'identité passe par la scolarité. C'est un petit peu ce qu'on défend nous à la Fondation. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est un jeune, un adolescent, quand il est en souffrance psychico-somatique, il perd son identité, sa socialisation, son identité d'adolescent pour devenir une identité de malade ou une identité de quelqu'un qui va mal. Et tout le travail de reconstruction que l'on fait, c'est de les remettre dans une posture, dans une position d'élève, avec tout ce que ça implique, tout ça, ses pensées, pour qu'ils puissent retrouver cette identité adolescente qui est extrêmement importante pour ça. Mais cette identité ne passera pas que par la scolarité, elle passe aussi par tout un tas de choses. Elle peut passer par la culture, elle passe par la citoyenneté, ces choses. C'est pour ça que cette table ronde qu'on a essayé de monter pour conclure cette journée, c'était en fait une ouverture aussi sur d'autres sujets concrets, de montrer qu'un jeune, pour être construit, il faut qu'il soit pris en charge dans sa globalité. Ça, c'est très important. Donc on a deux interventions qui sont plus de type culture, avec les tréteaux blancs et avec donc du son. On a toute la partie extrêmement importante aussi, on l'a un petit peu évoqué ce matin, ça a été un petit peu évoqué, mais c'est la famille, la place de la famille. On a l'espace parentalité qui nous a rejoints ici. Et puis on a Anne-Laure Orino qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver, vous inquiétez pas, ce ne sont pas des gens qui sont absents, c'est simplement, ils sont en train d'être interviewés par, qui est principale de collège et qui, dans son établissement, a mis en place des actions extrêmement intéressantes, innovantes, et qui vont dans le sens de la citoyenneté, Voilà. Je suis moniteur d'art plastique déjà, et je coordonne l'équipe d'animation. On est 5 animateurs, et donc c'est un établissement qui comporte 166 lits. On a sur ces 166 lits une centaine d'adolescents, et donc on est une équipe de 5 animateurs. On est présent 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque, en tout cas longtemps dans la journée, de 11h du matin jusqu'à 10h30 du soir. Et donc nous, on fait... alors c'est pas tout à fait comme les tréteaux blancs. Là, les tréteaux blancs, ce sont des élèves d'une école normale, enfin des élèves normaux d'une école normale, si je puis dire, qui vont donner une représentation à l'hôpital. Nous, on fait les activités, les représentations. En tout cas, on monte des événements, des spectacles ou des ateliers artistiques avec les patients les patients d'hôpital. Voilà. Et au sein de cet établissement, j'ai créé, alors parce qu'il y a plusieurs termes, j'ai vu sur la plaquette, j'ai créé il y a 7 ans une opération qui s'appelle le don du son, en fait, qui consiste à faire venir des artistes de musique actuelle à l'intérieur de la clinique, ou alors ils donnent leur son, justement, ce sont des concerts bénévoles. Et l'idée, c'était pas de faire venir des stars comme ça, qui viennent voir les enfants malades, leur taper la bise et leur signer un autographe. La volonté, c'était vraiment plus dans l'action culturelle, de faire venir des artistes et qu'il y ait un vrai live. Parce que la plupart des jeunes, finalement, des adolescents à l'hôpital, n'ont même jamais vu un vrai concert, en fait. Et donc l'idée, c'était de faire venir des vrais artistes de live, en fait, et créer un vrai partage dans la musique. Et je suis coordinatrice de l'espace parentalité. C'est un instrument public développé en partenariat avec la CAF et la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, l'espace parentalité, c'est un lieu de prévention et d'accompagnement de la parentalité et de la famille. Nous avons 3 axes. C'est un lieu à destination des parents, des professionnels aussi. Donc, nous avons 3 axes d'intervention. Je ne vais peut-être pas lire tout, mais l'axe 1,
C'est tout ce qu'on propose aux parents et aux familles. L'axe 2, c'est le développement du réseau et partenariat. Et l'axe 3, c'est les propositions qu'on fait à des professionnels, sensibilisation, formation, des professionnels qui sont en contact avec des familles. Aujourd'hui, on va rester plutôt sur l'accent. Je pense que c'est ça qui ça nous intéresse. Par contre, ce qui fait la singularité de notre dispositif, c'est vraiment la synergie qu'il y a entre les trois axes. Donc, l'accompagnement des parents et des familles, c'est un espace pour les parents avec des enfants de tous les âges, voire futurs parents et grands-parents, parce qu'on parle de parentalité, des grands-parentalités. Les grands-parents restent toujours en parents. C'est un lieu anonyme, confidentiel et gratuit, ouvert au public 3 après-midi par semaine. Nous sommes une équipe de 4 psychologues avec des spécialités différentes pour faire la complémentarité des problématiques qu'on peut avoir. Donc, il y a une spécialisation dans les handicaps, développement enfant-adolescent, clinique, la psychologie interculturelle, d'entre autres. Et on est axé toujours sur la prévention. Donc, même si on propose des entretiens individuels aux parents, ce n'est pas de la psychothérapie, ça reste un lieu de prévention. Et il y a plusieurs modalités de rencontres avec les parents et les familles, entretiens individuels, les cafés des parents, les ateliers parents-enfants, avec des enfants de 6 à 18 ans. Pourquoi à partir des 6? Parce qu'il y a un autre espace à Saint-Médard-en-Jarre qui fait des ateliers petite enfance. Et les conférences, projections de films, débats. Donc, je passe la parole à Franck. Donc, bonjour. Donc, ce qu'on a choisi de faire donc, pour essayer d'illustrer un petit peu comment on peut aider les jeunes et les adolescents en aidant leur famille, on a donc fait le choix de vous présenter 3 situations, si on a le temps, en axant notre intervention essentiellement sur les mécanismes de notre intervention auprès de ces familles, sans rentrer dans le détail de la clinique, ce qui n'est pas facile pour un psychologue. Donc la première situation, donc c'est voilà, on va dire que c'est la famille M. Donc c'est une maman, 40-45 ans à peu près, qui se présente d'elle-même à l'espace parentalité. Elle vient avec sa propre maman et son fils. Et comme souvent, la demande concerne son fils, voilà, qui a 9 ans, et qu'elle décrit comme un enfant sensible, introverti, un petit peu trop collé à elle, à son goût, et qui a peur de son père. Donc on lui propose des entretiens individuels, ce à quoi elle adhère. Et donc comme le cadre le prévoit, on reçoit d'abord les parents seuls avant d'envisager de recevoir les enfants aussi. Et d'ailleurs, comme dans à peu près 85% des cas, on ne reverra pas l'enfant en fait. C'est-à-dire qu'on travaillera uniquement avec la maman, avec les parents. Donc voilà, les entretiens démarrent. Et au fur et à mesure de ces entretiens, en fait, émerge pour cette maman une peur de son mari qu'elle décrit comme étant jaloux, menaçant, et qui génère chez elle donc une surprotection de son enfance qui empêche l'établissement d'un lien entre cet enfant et son père, fût-il autoritaire, fût-il menaçant. Et ce qui émerge aussi, c'est qu'en fait, ce mari jaloux fait miroir avec le propre père de madame et les situations auxquelles elle a pu, elle, en tant qu'enfant, assister. Donc cet éclairage sur son vécu lui permet de prendre un petit peu de distance et de détricoter un petit peu tous ces mécanismes psychologiques un peu imbriqués. Et du coup, elle met fin aux entretiens.
puis 8 mois plus tard, elle revient en nous faisant part de son projet de séparation. Donc, bon, on peut se demander légitimement si sa rencontre avec ce mari-là particulièrement n'était pas nécessaire pour lui permettre de faire émerger son conflit de sa propre histoire. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Donc elle vient cette fois avec une autre demande qui est de l'accompagner dans son projet de séparation. Bon, en toute neutralité, on n'a pas d'avis sur ce projet de séparation, donc on lui donne un certain nombre de contacts, de relais, notamment auprès de la Caisse d'allocation familiale. Et voilà, donc les choses continuent pour elle, excusez-moi. Donc, et puis à un moment donné, en fait, elle relaie une demande de son avocat qui est de recevoir son mari. Donc on ne se saisit pas de cette demande de recevoir son mari pour alimenter le dossier judiciaire. Et puis, en fait, cette neutralité va, en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on l'interprète, cette neutralité va faire que le mari en question va nous contacter pour prendre des rendez-vous aussi. Donc, voilà, il se saisit de cet espace identifié clairement comme tiers. Il vient régulièrement aux 4-5 entretiens. Et bon, évidemment, il ressort que la situation est beaucoup plus équivoque que ce qu'on pouvait imaginer à partir du discours de Madame. Mais bon, voilà, hein, ça c'est normal. Et donc monsieur parle aussi de son vécu, de son histoire, de sa jalousie, etc., de sa place de papa qui a été très difficile à trouver. Et voilà, et puis il fait le choix aussi d'entamer un travail psychothérapeutique, voilà. Donc pour lequel, pareil, on peut lui donner quelques contacts, sachant comme on est un service public, on peut normalement pas donner de nom de psychothérapeute en libéral. Donc en fait, sur cette situation, ce qui est intéressant, c'est que outre voilà, l'aspect d'orientation vers les partenaires divers et variés avec lesquels on a l'habitude de travailler, ça peut aussi illustrer le fait qu'avoir une équipe de 4 psychologues, ça permet d'offrir des espaces différenciés pour les membres d'une même famille, ici famille en conflit. Et du coup que chaque membre de la famille puisse se saisir de ces espaces en toute confiance quant à la confidentialité et au travail qui sera mené. Donc par rapport à ça, pour faire le lien avec le sujet de notre colloque, c'est vrai que j'ai dit au début qu'on ne reverra pas l'enfant, non pas que le mal-être et la souffrance de ce jeune garçon soient oubliés, minimisés en ce qui nous concerne, mais notre travail à l'espace parentalité, c'est avant tout de permettre aux parents de faire le clair un petit peu dans ce qu'ils vivent, dans leur propre situation, et de trouver les ressources pour accompagner leur enfant. Donc voilà, c'était important dans cette situation comme je l'ai dit tout à l'heure, de détricoter un petit peu et de faire naître les espaces psychiques et les subjectivités de chacun, qu'il y ait des espaces pour que chacun puisse avoir, et chacune puisse avoir ses fantasmes, ses histoires, ses vécus. Et ce qui permet derrière des accompagnements différenciés aussi. Donc voilà. Donc je laisse Daniela présenter une seconde situation. Dans la situation, je pense que je vais la faire courte. Donc c'est Madame T qui vient dans un atelier par enfant avec sa fille Mélissa de 7 ans.
Et elle était adressée à nous par les secours populaires parce qu'il y a la Mélissa en disant problème d'apprentissage fait de aide de devoir avec un des bénévoles du secours populaire. Donc la bénévole proposait des ateliers, de participer à des ateliers, donc la mère avec la fille. Et elle acceptait, elle avait un a priori de voir les psychologues en rendez-vous individuel par rapport à son histoire. Donc ça, c'était hors de question, pardon. Et donc, à partir de l'atelier, c'était un atelier construction. Donc, on fait du dessin, on fait du collage, du découpage. Et au bout d'un moment, elle était très en relation avec sa fille. Je me présente en tant que psychologue, mais elle m'appelle, elle commence à parler donc de la difficulté de sa fille, d'apprentissage de sa fille, et qu'elle pense que ça vient du fait que la petite n'a pas fait le deuil de son père. Donc son père qui est mort quand la petite elle avait 3 mois. Et elle parle de la souffrance, des cauchemars de la petite, donc de la Mélissa de 7 ans. Et elle allie donc les faits de la problématique de l'apprentissage. Moi, je propose un rendez-vous individuel et elle a accepté. Donc, elle vient en première fois, elle vient toute seule, toujours dans ces cadres, on reçoit des parents toute seule. Donc, elle parle beaucoup de deuil de sa fille, la difficulté de sa fille. Et la psychologue propose le deuxième rendez-vous, donc d'intégrer l'enfant pour entendre la parole de cet enfant. Et l'enfant, les questions qu'elle a posées, elle disait « mais je voudrais savoir plus sur mon papa parce que je ne les connais pas ». Et à partir des questionnements des psychologues, la place aussi que cet enfant il a pu avoir dans cette consultation, la maman, ça permet la maman d'entendre les vrais questionnements de sa fille, en fait, que ce n'est pas on va dire de dissocier les deux. Et la maman fait un lapsus et elle parle de son deuil à elle, qui n'était pas élaboré. Et c'est à partir de là, donc, que ces dispositifs permettent ça, c'est qu'on a dit, c'est bon, on a fait un rendez-vous avec l'enfant, et maintenant, on vous propose de revenir et continuer toute seule. Et c'est là que la maman a pu parler et s'approprier de ses deuils. Et il y avait la relation avec sa fille, mais il n'y avait pas la verbalisation de ce qui s'est passé, tellement la maman était collée dans une relation miroir avec cet enfant qui n'avait pas la place pour au moins dire mais moi en fait je ne sais même pas combien ces pères me manquent parce que je ne les connais pas, donc quelle dimension qu'elle pouvait donner à tout ça. En fait, après les rendez-vous, on a eu un retour de la maman qui sa relation avec sa fille, ça s'était beaucoup s'améliorer. La Mélissa, elle était plus apaisée. Et donc, je voudrais aussi conclure que je parlais des 3 axes de travail, était justement ça. Proposer, c'était à partir de l'axe, je pense que c'est l'axe 2, les travaux en réseau, donc avec, dans ces faits, les secours populaires. La mère a pu participer d'un atelier avec sa fille et qui après arriver en entretien individuel. Donc, tout ça, tous les axes créent une dynamique qu'on croit aider les parents et les familles. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être si rapidement faire la troisième vignette. On est dans les temps, donc ça va être intéressant de... D'accord. Donc la troisième situation qu'on va vous présenter, donc Madame V. Voilà, pareil, elle se présente seule à l'espace parentalité, très angoissée, avec beaucoup d'émotions. Bon, je vous donnerai 2 mots. Non, je vais d'abord vous présenter un petit peu sa situation. En fait, c'est donc une maman de 2 jumeaux qui ont 13 ans, qui est en cours de séparation avec son compagnon, qu'elle décrit comme étant immature, peu fiable, consommateur de différents produits toxiques et stupéfiants.
Et donc avec ses 2 jumeaux, 13 ans, ça je vous l'ai dit, un qui veut voir, qui tient absolument à voir son père, et donc qui reproche à sa mère de ne pas le voir assez, et l'autre qui ne veut plus voir son père. Donc voilà. Donc cette maman vient et elle nous dépose en fait une injonction d'un médecin qui lui a dit que, voilà, un petit peu sous la forme d'une ordonnance, qu'il fallait qu'elle se sépare de son mari et qu'elle demande au juge la garde exclusive des enfants en interdisant aux enfants de voir leur père. Donc cette maman se retrouve un petit peu tiraillée entre voilà, hein, cette figure d'autorité dépositaire pour faire référence à la pensée foucaldienne des savoirs dominants, voilà, le médecin qui lui dit ce qu'elle a à faire, et sa volonté à elle, malgré tout, de préserver le désir de ses enfants. Autant vous dire qu'elle est un petit peu perdue, avec quelque part comme une certitude de toute façon, quel que soit le choix qu'elle puisse faire, ça finira par qu'elle sera de toute façon une mauvaise mère. Donc voilà, donc on peut imaginer sa difficulté. Et bon, ça va aller assez vite, hein. En fait, on va travailler avec cette maman sur voilà, pour essayer de l'aider à faire émerger aussi ses désirs à elle, son vécu à elle de la situation, qui s'avérera évidemment beaucoup plus ambivalent que ce qu'elle nous disait au départ, son souhait de se séparer, mais en fait pas vraiment, parce que voilà, une histoire de loyauté vis-à-vis de son conjoint. Et l'idée, là encore, c'était de recevoir cette maman pour l'aider à faire un petit peu la part des choses, pour l'aider à trouver, comment dire, voilà, l'étayage, voilà, lui apporter un petit peu d'étayage narcissique de façon à ce qu'elle puisse, elle, se sentir autorisée à prendre les décisions qui sont les siennes, qu'elle prendra d'ailleurs, et à prendre sa place de maman pour accompagner chacun de ces 2 jumeaux dans leurs désirs différents. Voilà, et donc bon, très vite, hein, c'est cette situation, moi je la trouvais assez intéressante puisque assez rapidement, en fait, elle a pu piocher dans ses propres ressources pour mettre en place des solutions qui ont pu permettre aussi à chacun de ses enfants, dans leur diversité, d'établir la relation qu'ils voulaient avec leur père, relation qui changera probablement au fur et à mesure des années, mais qui, sans doute, à mon sens, leur aura permis d'être suffisamment apaisés, eux aussi, pour derrière avoir de l'énergie psychique disponible pour faire autre chose. Voilà. Donc, je suis principale d'un collège de 600 élèves à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne, Académie de Versailles. C'est un établissement qui est dans un quartier dit prioritaire politique de la ville, mais nous ne sommes pas en réseau éducation prioritaire, même si nous avons tous les indicateurs qui le permettraient. Nous sommes, comme le dit le directeur académique, un établissement à attention particulière. C'est joli, m'en dit. Comme nous le sommes d'ailleurs avec nos élèves, et je crois que c'est pour ça que je dois être là, quelque part. Cette attention particulière. Alors, je vous disais donc, ça en dit long aussi sur le fait que finalement, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que je n'en ai pas, mais depuis ce matin, je me dis qu'il y a encore du boulot dans un collège ordinaire, puisqu'on n'est pas un établissement spécialisé, il n'y a pas de SECPA, il n'y a pas d'Ulysse. Et pourtant, nous avons des élèves qui pourraient dépendre de ces sections-là. Et j'en suis ravie que nous puissions accueillir au collège Nicolas Boileau des élèves autistes qui devraient être en Ulysse, des élèves qui ont des troubles de l'attention qui devraient être aussi en Ulysse, des élèves pour qui on a proposé la SECPA, mais dont les parents refusent cette orientation. Et j'en suis ravie aussi. Donc c'est pour vous dire... bien, en tout cas, ce que j'impulse dans l'établissement, parce que le métier de chef d'établissement, je le vois comme ça, comme le pilote d'une politique pédagogique et éducative dans un établissement scolaire.
Il y a des circulaires, il y a des lois, bien évidemment, mais ce que l'on va en faire dans un établissement scolaire relève, me semble-t-il, de ma mission. Donc je vais essayer de vous présenter ce qui peut être fait dans des collèges ordinaires par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin. Moi, j'ai retenu qu'il va falloir dès lundi que je me penche sur le handicap visible, le handicap non visible, les situations de vulnérabilité, les adolescents malades, des situations d'orphelins, des situations d'altérité, on parle de souffrance psychique, des pathologies psychiatriques, de carences éducatives, de déterminismes sociaux, économiques, culturels. Et puis cet après-midi, on parle aussi de parentalité, de grande pauvreté, un petit peu ce matin aussi par Jean-Paul Delahaye et le propos, pour vous dire un petit peu toutes les attentes que la société a envers l'école. C'est pas simple quand on est chef d'établissement et qu'on entend ces attentes-là, mais je les entends depuis ce matin, donc on va essayer de mettre en place des choses et vous dire que des outils existent pourtant. C'est étonnant que ça m'effraie autant que ça, puisque nous avons les PPRE, les PAI, les PAP, les GEVASCO, les PPS, l'AP, les EPI bientôt, et j'en oublie. Pour vous dire le panel qui existe déjà et dans lequel on s'y perd. Je ne vous ferai pas la traduction et l'explication des multiples circulaires qui nous expliquent comment mettre en place toutes ces choses qui permettent la prise en charge des situations de fragilité en établissement scolaire. Donc je vous passe le détail pour vous dire que finalement, mon entrée à moi, c'est une entrée globale qu'on appelle aussi systémique. Il y a des piliers pour... en tout cas améliorer le bien-être dans un établissement scolaire. Cela fait référence à la définition de la santé, dans le cadre la définition de la santé de l'OMS, le bien-être. Donc, au-delà des circulaires, de tout ce que je viens de vous dire, mon axe principal, c'est le bien-être de tous dans l'établissement. Voilà quelle est la chose qui me semble la plus importante. Et puis vient se greffer depuis le mois de janvier une grosse attente de la société sur les valeurs républicaines, de liberté, égalité, fraternité. Et je mettrais bien fraternité comme François Dubet en numéro 1 aussi, pour que ce bien-être, cette fraternité dessine finalement un projet d'établissement dans lequel on va y trouver des actions qui se déclinent. Donc il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de vous décrire très rapidement des actions pour vous démontrer que finalement, quand on rentre par la notion de bien-être de tous, des élèves, des personnels, des parents, des acteurs, enfin, un établissement qui se veut ouvert, fraternel, équitable, etc., inclusif, on y trouvera tous les mots aussi, c'est quand même un état d'esprit. Et bien dans l'établissement où j'exerce, il existe un dispositif depuis des années appelé Oxygène, qui est un dispositif d'accrochage scolaire où les professeurs repèrent des élèves en difficulté scolaire et essayent, par leur bidouillage, c'est clair qu'on n'est pas accompagné par la recherche, c'est bien regrettable parfois parce que peut-être qu'on se trompe dans nos bidouillages, mais les enseignants osent en tout cas, et le dispositif Oxygène a une seule entrée, ce n'est pas celui des apprentissages, c'est-à-dire on ne rajoute pas des heures d'apprentissage ou de soutien aux élèves qu'on repère en difficulté, mais on rentre par l'estime de soi. Et le coordonnateur du réseau focal, encore un autre acronyme et mot, j'insiste régulièrement parce qu'il semble qu'il reviendrait tout de suite sur la notion de rentrer par les apprentissages. Non, rentrons par l'estime de soi, travaillons l'estime de soi et on verra. Et c'est en plus simple, je trouve, en tant que chef d'établissement, de faire une entrée par l'estime de soi. Ça débouche par exemple par du tutorat entre professeurs et élèves. Ça paraît simple, ça fait des années, voire des décennies qu'on en parle, et pourtant quand ces choses sont mises en place, c'est là où on arrive à vraiment avoir l'empathie pour ces élèves-là. Voilà. C'est aussi l'accueil d'enfants non francophones dans cet établissement, dans le cadre d'une unité pédagogique, UPE2A, encore un autre truc. Donc enfants non francophones. Lundi matin, j'accueillais une enfant qui vient du Congo, qui est arrivée il y a 2 mois. Il faut 2 mois pour qu'elle passe par des tests pour enfin être intégrée dans un établissement scolaire, et qui m'explique qu'elle arrive en France. Je lui ai demandé parce que
c'est un exil politique et son père est mort au moment de la guerre civile, donc cette jeune fille pleurait et sa maman lui dit, après 10 minutes de rendez-vous, ce collège est ta première maison. Voilà, l'attente sociale aussi qui nous attend, c'est pas simple. D'où l'importance d'être empathique et pas forcément dans l'émotion avec ces familles-là, parce que sinon, ça devient un peu lourd, avec tout ce que j'ai ramené depuis ce matin aussi. Voilà, donc approche globale, approche systémique, on découle après forcément sur des choses comme donc le dispositif interne. On accueille aussi des enfants intellectuellement précoces qui ont des troubles du comportement associés. Ça a forcément changé aussi les pratiques pédagogiques au sein des classes. Et puis, on accueille cette année 2 élèves autistes en classe de 6e. Ils sont dans une classe dite coopérative. C'est-à-dire que cette année, j'ai souhaité mettre en place une 6e coopérative. Les enseignants ne connaissaient pas forcément plus ce mot que ça. Et on a fait mardi soir le conseil de classe coopérative où les parents étaient présents et où les parents ont parlé pédagogie avec les enseignants et c'était plutôt chouette. Donc, je crois fort quand même dans les intelligences internes. Il faut faire confiance aux enseignants, aux équipes internes, aux médecins, quand on les voit. Je sais, c'est la grande problématique, j'imagine, depuis ce matin. Malheureusement, je le déplore aussi, les infirmières aussi. Quand on est tous ensemble, on crée, on fait des choses pas mal autour d'un projet d'établissement et tous. Qu'est-ce que je peux dire ? Je vais m'arrêter là sur ces dispositifs-là. D'accord. Ouais, voilà. Il y en a plein d'autres, mais si, c'est parfait. Quand même une chose aussi, c'est une chose importante, l'association junior, tu voulais que j'en parle un peu, Miguel. Oui, Association junior, ce sont les élèves eux-mêmes qui se saisissent des propositions à faire sur leur bien-être au sein de l'établissement via cette association junior qui existe depuis le mois de novembre et qui aussi œuvre pour prévenir et agir contre le harcèlement scolaire. Voilà. Un petit mot quand même pour terminer. J'ai le sentiment quand même en tant que chef d'établissement que quand on se penche sur ces choses-là, on ouvre aussi beaucoup de failles et beaucoup d'attentes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc on arrive à l'issue de cette journée. Je voudrais rebondir là, justement sur l'intervention d'Anne-Laure pour dire que justement cette approche systémique finalement apporte beaucoup de réponses à de nombreux problèmes sans surajouter les dispositifs, mais justement en trouvant des solutions qui puissent être polymorphes et s'adapter à la situation individuelle des enfants handicapés, des enfants intellectuellement précoces, des enfants à besoins particuliers, des élèves allophones. Et tout ça sans forcément nécessiter un travail monstrueux. Et en fait, voilà, donc, je voulais aussi signifier, puisque c'est un travail qui a été assez énorme, en fait, ce travail sur la coopération. Maintenant, on a beaucoup parlé des failles parfois de l'école aujourd'hui et des progrès qu'elle a à faire dans la prise en compte des risques psychosociaux, de l'ergonomie, etc. Mais l'institution est en train de se transformer. Donc, par exemple, en septembre est sorti le Memento que je vous conseille. Je vous engage en fait à consulter, qui est en ligne sur le site Climat Scolaire, sur Memento, coopération et climat scolaire. En fait, on comprend enfin que l'approche du climat scolaire a de nombreuses particularités de la prise en charge des élèves. Peut-être trouver une réponse très, très efficace dans l'approche coopérative, autant dans les nouveaux champs de professionnalisation que ça permet pour les enseignants et les acteurs de l'établissement, que finalement sur même un recentrement du professeur sur sa pédagogie, sachant que les missions sont de plus en plus nombreuses pour les professeurs. En fait, je voudrais donc, en fait, ça me permet aussi de faire la transition sur ces approches coopératives, sur ce que je développe personnellement dans les espaces création, donc qui sont des lieux, un endroit en fait dans l'établissement où les élèves peuvent se réunir, quelle que soit leur classe, leur niveau, pour monter des projets avec des professeurs en autonomie, avec l'infirmière scolaire. Donc en fait, là encore, c'est des nouveaux champs de coopération qui permettent de recentrer sur l'échiquier pédagogique et aussi plus largement du bien-être, en fait, des personnels comme les CPE, l'infirmière scolaire qui se retrouve du coup à intervenir dans le champ pédagogique. Et bref, c'est cet
approche systémique, en fait, si on regarde bien finalement les interventions de cet après-midi, les présentations, ça pourrait sembler, comme disait Thierry tout à l'heure, comme un peu des choses qui sont un peu privilégiées, etc. Mais en fait, comme le montre très bien Anne-Laure, en fait, il suffit de penser autrement tous ces systèmes. Et ce qui aurait été intéressant de développer, peut-être ça pourrait être développé dans les questions, c'est chez Thierry la manière dont sont financées certaines actions, ou à Cap Ouest, en fait, finalement, comment la mairie s'implique et d'autres organismes nationaux. Puisqu'en fait, l'ensemble est possible si on change de paradigme, de façon de penser, avec ces rapprochements entre éducation, santé et la culture qu'on a vue omniprésente dans tous ces systèmes. Et c'est vrai que l'exemple en Suisse est très intéressant avec ces délégués santé, ces médiateurs santé, ces professeurs qui sont formés. Il suffit de penser un peu en termes de système, et avec des petits changements, on permet à chacun d'être mis en relation et d'apporter sa pierre à l'édifice. Je pensais aussi à Omar Zana pour réformer, je pense, l'éducation nationale et la façon de fonctionner. En fait, il faut proposer aussi des choses un peu protocolisées qui permettent de mettre en place plus facilement les choses et de les adapter.